Des enfants orphelins, arrachés à toute affection, placés seuls face à des adultes froids, dans des salles blanches où chaque mot devient une épreuve. Lorsqu'ils se trompent, on ne les console pas, on les punit froidement, méthodiquement. Ceci n'est pas un film, non, loin de là. C'est une vraie expérience, menée en 1939 à l'université de Iowa sur des enfants vulnérables. L'objectif, créer le bégaiement volontairement. Tester si on pouvait faire naître un trouble du langage juste par la pression psychologique. Le résultat, une génération traumatisée. Certains ne se sont jamais remis. On l'a surnommé plus tard l'expérience du monstre, Monster Study. Parce que même les chercheurs eux-mêmes ont fini par reconnaître l'horreur de ce qu'ils avaient fait. Et aujourd'hui, on replonge dans ce chapitre sombre de la psychologie expérimentale, où la science a dépassé les limites de l'éthique, où des enfants sont devenus des cobayes. Personne n'a dit stop. Bienvenue sur la chaîne Science et Culture TV. Pour comprendre l'horreur de cette expérience, il faut se plonger dans son contexte. Nous sommes en 1939. La figure de proue de cette étude est Wendell Johnson, un éminent expert en orthophonie de l'université de Iowa. Lui-même, bégayeur, obsédé par sa propre condition, il développe une théorie radicale. Le bégaiement n'est pas un trouble biologique, même psychologique. Il pense même qu'il est causé par l'anxiété et le stress imposé aux enfants, notamment par leurs parents qui critiquent leur manière de parler. Sa théorie, c'est l'étiquetage qui crée le bégaiement par l'inverse. Pour prouver cette hypothèse, Johnson décide de mener une expérience sur les enfants. Mais il ne peut pas le faire sur ses propres enfants ou ceux des autres étudiants. Il doit trouver des sujets vulnérables, sans famille, pour les protéger. Il les trouve donc à l'orphelinat de Davenport en Iowa. C'est là que l'étudiante diplômée Mary Tudor est envoyée pour mener l'étude sur 22 orphelins âgés de 5 à 15 ans. Ces orphelins sont l'objet de l'expérience, bien sûr. L'étude est divisée en deux groupes et les enfants qui ignorent toute la nature de l'expérience sont assimilés les uns aux autres. Leur destin est donc scellé. Chaque semaine, l'assistante du professeur Johnson venait de l'orphelinat. C'était la dame aux phrases gentilles, pour certains d'entre nous en tout cas. Je me souviens de ma première fois avec elle. Elle m'a demandé de lui lire une histoire. J'ai un peu hésité, j'ai cherché mes mots et quand j'ai fini, elle m'a souri. Un grand sourire qui éclairait son visage. C'est merveilleux. Tu as une voix magnifique. C'est si facile de t'écouter. Elle me donnait des encouragements, me disait que j'étais un bon orateur, que je n'avais pas de problème et que je serais même un excellent conteur, comme quelqu'un le disait. C'était le groupe 1, le groupe positif. Pendant des semaines, Mary Tudor a félicité ses enfants pour leur aisance verbale, leur disant qu'ils parlaient bien, qu'ils ne bégayaient pas et que leur manière de parler était parfaite. Le but était de renforcer leur confiance et de voir si le renforcement positif pourrait améliorer encore leur fluidité. Mais pour d'autres enfants, l'histoire était complètement différente. Eux, c'était le groupe 2, le groupe négatif. Comme quelqu'un le disait de ces enfants du groupe 2, je me souviens de ces enfants, les visages fermés. Quand c'était le tour, la dame ne souriait pas. Elle leur disait, tes mots sont coincés, tu bégayes, tu ne parles pas comme les autres enfants. Tu devrais te taire avant d'être sûr de ce que tu veux dire. Ils étaient critiqués pour chaque hésitation, chaque répétition de mots qui était normal chez un enfant. On leur faisait croire qu'ils avaient un problème grave, qu'ils étaient des bègues. On leur disait, personne ne voudra t'écouter si tu parles comme ça. Le but de cette torture psychologique était de voir si, en infligeant un stress et une peur constante de faire mal, on pouvait transformer des enfants sans problème d'élocution en bégayeurs. Les effets n'ont pas tardé. L'expérience a rapidement et violemment dérapé. Les enfants du groupe positif
n'ont montré aucune amélioration significative, car la plupart d'entre eux n'avaient jamais déjà eu de problème, ou n'avaient pas eu de problème. Mais l'impact sur les enfants du groupe négatif a été absolument dévastateur. Leurs problèmes d'élocution sont devenus de plus en plus prononcés. Ils ont commencé à bégayer, à hésiter, à ne plus vouloir parler du tout. Beaucoup sont devenus anxieux, reclus et refusaient de prendre la parole en classe ou avec d'autres enfants. L'un d'eux, un garçon, a même refusé de parler à sa famille adoptive quand elle est venue le voir. Ils ont été traumatisés au point où leur psyché a été brisée morceau par morceau par des mots et de la manipulation. Marie Tudor, l'étudiante qui a mené l'expérience, a exprimé des remords. Elle a essayé de détraumatiser les enfants en revenant les voir, en leur disant qu'ils parlaient bien, qu'ils n'avaient rien qui clochait chez eux. Mais le mal était déjà fait. Les cicatrices émotionnelles étaient profondes. Certains ont souffert de problèmes de confiance et de troubles de la parole pour le reste de leur vie. Le bégaiement qu'on leur a forcé n'était pas le problème, non. Le problème, c'était la méthode, oui, la destruction intentionnelle de leur confiance et de leur estime de soi. L'expérience de la chose a été tellement controversée que Wendell Johnson, craignant pour sa carrière, a enterré les résultats de l'étude. Le rapport n'a jamais été publié. L'histoire n'a refait surface qu'en 2001, lorsque des journalistes ont eu accès aux archives de l'université. Cette histoire est un rappel brutal que même sans contact physique, l'abus psychologique peut laisser des blessures profondes et permanentes. Elle a choqué la communauté scientifique. Elle a choqué et a eu des conséquences durables. Elle a renforcé l'importance des comités éthiques. Oui, dans la recherche, des organismes qui doivent approuver des protocoles pour garantir que personne ne soit blessé. Plus que tout, elle a mis en lumière la vulnérabilité des populations marginalisées, qu'il s'agisse des prisonniers, de malades ou, dans certains cas, d'orphelins. L'expérience de la chose est une sombre mise en garde contre l'abus du pouvoir. Oui, elle nous rappelle que on ne peut pas jouer avec le psyché d'un individu, non, et que la science, si elle perd son humanité, ne sert qu'à créer des monstres. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. À la prochaine fois sur Science et Culture TV.